Mes parents m'ont abandonné à l'âge de 13 ans et c'est mon oncle fortuné qui m'a élevé. 15 ans plus tard, ma mère s'est présentée à la lecture de son testament, espérant hériter de millions, jusqu'à ce que je prenne la parole. Son sourire s'est effacé, la pièce s'est figée et l'avocat est devenu livide. La main de maître Lefebvre tremblait alors qu'il s'emparait de l'enveloppe scellée, marquée pour n'être ouverte qu'en présence de Lucas Martin. Les ongles parfaitement manucurés de ma mère tambourinaient contre la table de conférence en acajou. 4 petits coups, une pause, 4 autres coups, le même tic nerveux qu'elle avait déjà toute mon enfance. Elle pensait qu'elle était sur le point de devenir riche. Je l'observais, ses yeux suivant les moindres mouvements de l'avocat comme un faucon guettant un mulot. Mon estomac s'est noué car je savais exactement ce qui allait se passer. Elle n'avait aucune idée que j'étais présent dans la pièce. Enfin, elle m'avait vu. Ses yeux étaient passés sur moi à 2 reprises lorsqu'elle était entrée 20 minutes plus tôt, laissant traîner un sillage de Chanel numéro 5 et la démarche résignée de mon père, mais elle ne m'avait pas reconnue. Pourquoi l'aurait-elle fait? La dernière fois que Valérie Martin m'avait vraiment regardée, j'avais 13 ans, 30 kilos de moins et je pleurais dans l'allée de notre maison de location à Saint-Cloud. C'était il y a 15 ans. Madame Martin, monsieur, a dit maître Lefebvre, sa voix portant cette fluidité propre aux avocats habitués à annoncer de mauvaises nouvelles à des gens imbus d'eux-mêmes. Avant de procéder à la lecture des dernières volontés de Richard Martin, je dois vérifier certaines informations. Ma mère s'est redressée, lissant son tailleur Armani noir. Elle s'était habillée pour un enterrement auquel elle n'avait pas assisté et pour un salaire qu'elle n'avait pas mérité. Bien sûr, a-t-elle répondu. Sa voix avait ce ton doucereux et obséquieux qu'elle réservait aux figures d'autorité. Je m'en souviens lors des réunions parents-professeurs auxquelles elle assistait occasionnellement. Toujours 20 minutes en retard, toujours avec des excuses impeccables. Pouvez-vous confirmer la date de votre dernier contact avec votre frère? Elle a cligné des yeux. Richard et moi, nous nous parlions occasionnellement. Surtout pendant les fêtes. J'ai serré les dents. La dernière fois qu'elle avait appelé l'oncle Richard, c'était il y a 6 ans, pour lui demander 8 000 € afin de couvrir les frais médicaux de mon père. Il avait fait un chèque. Les factures, j'allais l'apprendre plus tard, provenaient d'un chirurgien esthétique réputé du 16e arrondissement. Et pouvez-vous confirmer, a poursuivi maître Lefebvre en ajustant ses lunettes à monture fine, les circonstances dans lesquelles votre fils est venu vivre chez monsieur Martin? La température dans la pièce a chuté. Le sourire de ma mère a vacillé. C'était un arrangement familial privé, temporaire. Nous traversions une période financière difficile et Richard a généreusement proposé son aide. Mon père, silencieux jusqu'ici, a bougé sur sa chaise. Il ne parvenait toujours pas à regarder quelqu'un dans les yeux, j'ai remarqué. Comme toujours. Temporaire, a répété maître Lefebvre en prenant des notes. Oui, a confirmé ma mère. Nous avions toujours l'intention de. Madame Martin, pouvez-vous me dire la dernière fois que vous avez parlé à votre fils? La question flottait dans l'air comme une fumée épaisse. Les doigts de ma mère ont cessé de tambouriner. Ses yeux ont parcouru la pièce, ignorant l'autre avocat présent, l'exécuteur testamentaire, et moi-même, cherchant le piège qu'elle sentait mais ne voyait pas. Eh bien, nous. Ça fait un moment. Il est allé à l'université, il s'est occupé de sa vie. Vous savez comment sont les jeunes. J'ai senti cette sensation froide et familière s'installer dans ma poitrine. La même que j'avais eue à 13 ans quand j'avais demandé s'ils allaient revenir me chercher et que ma mère avait répondu « On verra, mon chéri », avec cette voix distante, déjà partie ailleurs. Maître Lefebvre a retiré ses lunettes. Madame Martin, selon les documents déposés au greffe du tribunal de grande instance en août 2010, vous et votre mari avez transféré de façon permanente la tutelle légale de votre fils mineur, Lucas Martin, à Richard Arthur Martin. Est-ce exact? Le sang a quitté le visage de ma mère. Ce n'était que de la paperasse pour son inscription au lycée. Richard disait que ce serait plus simple. Les documents incluent une déclaration notariée, l'a interrompu doucement maître Lefebvre, dans laquelle vous renoncez explicitement à vos droits parentaux futurs et demandez à ce qu'il n'y ait aucun contact, sauf nécessité financière. Vous souvenez-vous avoir signé ce document? Mon père s'est levé.
Je pense qu'on devrait s'asseoir, Robert, a sifflé ma mère. Je l'ai vu se recalibrer en temps réel. Je l'avais déjà vu faire auparavant, quand le propriétaire venait réclamer le loyer, quand mon professeur de primaire appelait à cause des bleus, quand la banque appelait pour le découvert, ce basculement mental rapide du déni à la justification, puis à l'agressivité. Je n'apprécie pas ces questions, a-t-elle dit d'une voix durcie. Mon frère vient de mourir. Je suis en deuil. Quoi qu'il soit arrivé il y a 15 ans, cela ne change pas le fait que je suis sa parente la plus proche. En fait, a dit une voix au fond de la pièce, c'est inexact. Tout le monde s'est retourné. Je me suis levée. Bonjour, maman. J'avais vécu avec l'oncle Richard pendant 6 mois quand j'ai cessé d'attendre leur retour. Les premières semaines, j'avais gardé mon sac de sport fait. Je n'avais pas tout déballé. Cela semblait trop définitif, trop proche d'admettre que c'était réel. J'avais rangé mes vêtements dans la commode de la chambre d'amis, que Richard avait immédiatement commencé à appeler « ta chambre », sur ce ton ferme et posé qui m'angoissait. Mais je gardais ma brosse à dents dans mon sac, juste au cas où. Richard l'avait remarqué, bien sûr. Il était le genre d'homme qui remarquait tout. La façon dont vous teniez votre fourchette, si vous aviez fait vos devoirs avant ou après le dîner, si vous sursautiez quand quelqu'un bougeait trop près de vous. Il avait été procureur fédéral pendant 23 ans avant de prendre une retraite anticipée pour gérer ses investissements et éviter les gens, comme il disait. « Tu peux vider ton sac, Lucas », m'avait-il dit un matin au petit-déjeuner. Il lisait le journal, sans me regarder, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose plus facile à entendre. Il pourrait changer d'avis, avais-je dit doucement. Il avait posé le journal, puis m'avait regardé avec ses yeux gris perçants qui ne manquaient rien. Ils ne le feront pas, avait-il dit, non pas méchamment, juste de manière factuelle. Et s'ils le faisaient, je ne les laisserais pas te reprendre. Tu es en sécurité ici. Compris. J'avais hoché la tête, sans trop y croire, mais il avait eu raison. Mes parents n'ont jamais appelé, jamais écrit, jamais fait signe. Pour mes 14 ans, Richard m'avait emmené dans un restaurant gastronomique et m'avait laissé commander ce que je voulais. Nous ne parlions pas de mes parents. Nous parlions de mes études, des matchs de football, et de l'université que je pourrais vouloir visiter l'année prochaine. Des choses normales, des choses de parents. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un était là, de façon constante. Il venait à chaque réunion parents-professeurs, apprenait à cuisiner mes plats préférés quand la gouvernante était en congé, m'a appris à conduire dans sa Mercedes, patient même quand j'ai heurté le trottoir 2 fois. Posait une main sur mon épaule après mon premier chagrin d'amour et disait « c'est sa perte », avec une telle conviction que j'ai fini par y croire. Quand j'ai été admis à Sciences Po, il a pleuré. Il a vraiment pleuré. Je n'avais jamais vu mon père pleurer. Même pas à la mort de sa propre mère. Mais Richard s'était tenu dans la cuisine, tenant ma lettre d'admission, s'essuyant les yeux en disant « Je suis tellement fier de toi, bordel ». C'est là que j'ai compris. Il ne m'avait jamais vu comme un fardeau. Il m'avait vu comme son fils. Ma mère me fixait comme si j'étais un étranger qui venait d'entrer chez elle sans invitation. « Lucas » a-t-elle bégayé, « ton nom. Pourquoi es-tu » J'ai été invitée, ai-je dit simplement, par l'avocat de mon oncle, puisque je suis nommée dans le testament. Son visage a traversé plusieurs expressions à la fois, confusion, reconnaissance, calcul, peur. Elle s'est fixée sur un sourire confus, sa tactique de défense préférée. « Oh, mon chéri, bien sûr que tu le es. Je ne t'avais même pas vu assis là. Tu as tellement changé, tu es si adulte. Je disais justement à ton père l'autre jour que nous devrions. S'il te plaît, ne fais pas ça, ai-je dit calmement. » Le silence est revenu dans la pièce. Maître Lefebvre s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous poursuivre la lecture. Ma mère s'est rassise lentement, ses yeux ne me quittant pas. Mon père fixait le sol. Je reconnaissais cette posture, l'affaissement de quelqu'un qui sait qu'il est acculé mais qui ne se battra pas. Juste endurer jusqu'à la fin. Les dernières volontés de Richard Arthur Martin, a commencé Maître Lefebvre, rédigé le 3 mars de cette année, stipule ce qui suit. Je, Richard Arthur Martin, étant saint d'esprit et de corps,
déclare par la présente que ceci est mon testament final, révoquant toutes les volontés antérieures. Ma mère s'est penchée en avant. À ma sœur, Valérie Marie Martin, je ne lègue rien. Les mots ont frappé comme une gifle. La bouche de ma mère s'est ouverte. Ce n'est pas. Il ne ferait pas ça. Je ne lègue rien, a poursuivi maître Lefebvre, parce qu'elle a déjà pris la seule chose de valeur que je lui ai jamais donnée, son fils, et l'a jeté comme un déchet. Je ne lui dois rien de plus que ce qu'elle lui a donné. L'abandon. C'est ridicule, a lancé ma mère, la voix montant dans les aigus. Richard n'était clairement pas dans son état normal. Il a été évalué par 2 médecins distincts, a dit maître Lefebvre calmement. Le docteur Patricia Mangy, neuropsychologue, et le docteur James Shen, son médecin traitant depuis 18 ans, ont tous deux certifié sa compétence mentale 3 semaines avant son décès. Leurs attestations sont jointes. Mon père a enfin parlé, il doit y avoir une erreur. Il n'y en a aucune, ai-je dit. Tout le monde m'a regardé de nouveau. J'ai sorti un dossier de mon sac, l'un des nombreux que Richard m'avait laissés, tous méticuleusement classés. J'avais passé les 2 dernières semaines à les passer en revue avec ma propre avocate, Sarah Kensington, qui était assise tranquillement dans un coin, prenant des notes. L'oncle Richard était très minutieux, ai-je dit en ouvrant le dossier. Il a gardé chaque document relatif à ma tutelle, y compris la requête originale que vous avez tous deux signée. J'ai fait glisser un papier sur la table. La main de ma mère tremblait en le ramassant. Nous, Valérie Marie Martin et Robert James Martin, ai-je lu de mémoire, transférons par la présente de manière permanente et irrévocable tous les droits, responsabilités et la garde de notre fils mineur, Lucas Martin, à Richard Arthur Martin. Nous reconnaissons que ce transfert est volontaire, permanent et dans le meilleur intérêt de l'enfant. Nous déclarons en outre que nous ne souhaitons pas être contactés par l'enfant ou son tuteur, sauf en cas d'urgence médicale ou de nécessité financière. Les lèvres de ma mère bougeaient silencieusement alors qu'elle parcourait le document. Vous l'avez signé le 19 août 2010, ai-je continué. Papa a signé 2 heures plus tard après son service à l'entrepôt. C'était notarié par Jennifer Wu à la banque sur l'avenue Chester. Elle y travaille toujours. En fait, je l'ai appelée la semaine dernière pour vérifier. Elle se souvient de vous parce que vous ne cessiez de demander si cela signifiait que vous ne seriez plus responsable des frais d'études. Le silence était assourdissant. C'est sorti de son contexte, a murmuré ma mère. Vraiment ? J'ai sorti un autre document. Voici la déclaration que vous avez fournie au juge des affaires familiales, Margaret Alvarez, lors de l'audience de tutelle. Voulez-vous que je lise la section pertinente ? Elle n'a pas répondu. J'ai lu quand même. Lucas serait mieux servi dans un environnement stable avec plus de ressources que nous ne pouvons en fournir actuellement. Nous pensons que cet arrangement est permanent et dans l'intérêt de tous. Nous n'avons pas l'intention de reprendre la garde ou d'avoir des contacts réguliers. Mon père a fermé les yeux. Le juge vous a demandé 2 fois si vous compreniez qu'il s'agissait d'un transfert permanent, ai-je dit, ma voix restant stable malgré l'oppression dans ma poitrine. Pas un placement temporaire, pas un arrangement financier, une résiliation permanente des droits parentaux. Vous avez dit oui les 2 fois. Ma mère pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage, de désespoir, les larmes d'un animal acculé. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit. Nous étions en train de couler. Les factures médicales de ta naissance, les dettes, les heures de ton père qui diminuaient. Nous ne pouvions pas nous permettre. Vous avez acheté une voiture neuve 6 mois plus tard, ai-je dit doucement. Une Lexus, je l'ai vue sur Facebook. Sa bouche s'est refermée net. Maître Lefebvre a consulté ses notes. Selon les dossiers de M. Martin, il a épongé 47 000 € de dettes pour vous en échange de la tutelle. Il a également envoyé un soutien financier mensuel pendant les 2 premières années, que vous avez accepté sans poser de questions. Le dernier paiement a été retourné avec une note disant « Nous sommes tranquilles maintenant ». Ma mère avait l'air d'avoir été frappée. Il vous a aidé, ai-je dit. Et vous n'avez même jamais appelé pour savoir comment je me portais. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste, ai-je dit,
et pour la première fois, ma voix a pris un ton tranchant. Est-ce le fait que j'ai passé mon 14e anniversaire à me demander ce que j'avais fait de mal pour que mes parents cessent de m'aimer? Ce qui n'est pas juste, c'est que Richard est venu à ma remise de diplôme et que vous ne saviez même pas dans quelle école j'allais. Ce qui n'est pas juste, c'est que vous soyez assise ici à prétendre que vous êtes venu pour pleurer alors que nous savons tous les deux que vous êtes venu pour l'argent. L'air est sorti de ses poumons. Maître Lefebvre a pris la parole dans le silence pesant. Le testament de Monsieur Martin est très spécifique. L'intégralité de la succession, y compris la résidence principale dans le 16e, la propriété de vacances à Megève, le portefeuille d'investissement actuellement évalué à environ 14,3 millions d'euros. Et tous les biens personnels sont transférés à Lucas Martin. La tête de ma mère s'est redressée d'un coup. Martin? Son nom est Bennett. Plus maintenant, ai-je dit. Je l'ai légalement changé à mes 18 ans. Richard était là. Il a servi de témoin. J'ai regardé cette réalité s'abattre sur elle comme de la neige. Froide, lourde, irréversible. Le testament inclut une disposition supplémentaire, a dit Maître Lefebvre. Il avait l'air mal à l'aise maintenant. Monsieur Martin a demandé que je lise une déclaration personnelle si Madame Martin assistait à cette lecture. Lucas, y consentez-vous? J'ai hoché la tête. Il a appuyé sur lecture d'un petit enregistreur. La voix de Richard a rempli la pièce. Ce ton familier et grave que j'avais entendu chaque jour pendant 15 ans et que je n'entendrai plus jamais. Laura, si tu entends ceci, cela signifie que tu es venue. Je n'étais pas sûre que tu le ferais. Non pas parce que tu te souciais de moi, mais parce que tu ne pouvais pas résister à la possibilité de l'argent. Je veux que tu comprennes quelque chose. Le jour où Lucas est venu vivre avec moi, je ne savais pas ce que je faisais. Je n'avais jamais élevé d'enfant. Je n'étais pas sûre d'être capable. Mais j'ai regardé ce gamin, ce petit de 13 ans terrifié et abandonné qui passait son temps à s'excuser d'exister. Et j'ai pensé, quel genre de personne jette son propre enfant? J'ai passé 15 ans à lui donner ce que tu ne voulais pas lui donner, la stabilité, l'éducation, l'amour, un amour inconditionnel, donné librement. Et tu sais quoi? Il est devenu la meilleure chose qui me soit arrivée. Le fils que je n'ai jamais eu. La personne qui a donné un sens à ma vie. Des larmes coulaient sur mon visage. Je ne les ai pas essuyées. Donc non, Laura, tu ne recevras pas un centime. Tu ne peux pas te pointer 15 ans plus tard et prétendre que le sang signifie quelque chose alors que tu as prouvé qu'il ne signifiait rien. Tout ce que j'ai va à Lucas parce qu'il l'a mérité en étant présent, en étant là. En étant une famille quand tu as refusé de l'être. Il y a eu une pause, un soupir. Lucas, si tu écoutes, et je sais que tu le fais, je veux que tu comprennes quelque chose. Tu ne les as pas fait fuir. C'est leur faiblesse, leur égoïsme, leur lâcheté qui les ont fait fuir. Tu es brillant, gentil et plus fort que tu ne le penses. Je suis si fière d'avoir été ton oncle, ton tuteur, ton père. L'enregistrement s'est arrêté. Personne n'a bougé. Le visage de ma mère était livide. Mon père pleurait en silence, les épaules tremblantes. Je suis désolée, a murmuré ma mère finalement. Je suis tellement désolée. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai vu ce que je devais voir. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était désolée de s'être fait prendre. Maître Lefebvre, ai-je dit doucement. Veuillez procéder aux instructions de distribution. La procédure juridique a pris 3 mois. Pendant ce temps, l'avocat de ma mère, un associé bien en vue d'un cabinet du quartier des affaires de la Défense, a tout essayé. Ils ont contesté la compétence mentale de Richard, échec. Les évaluations médicales étaient en béton. Ils ont remis en question la validité du transfert de tutelle, échec. Le juge, aujourd'hui retraité, a fourni une attestation sous serment confirmant que l'audience s'était déroulée correctement. Ils ont même essayé d'avancer que j'avais indûment influencé Richard dans ces dernières années, échec cuisant quand Sarah a produit 15 ans de relevés financiers montrant que Richard avait financé toute ma vie sans que je ne lui demande jamais rien. Ma mère m'a appelé 2 fois. La première fois, 3 semaines après la lecture du testament, elle a laissé un message vocal. « Lucas, mon chéri,
nous devrions parler. Il y a eu un terrible malentendu. Je pense que si nous nous asseyions simplement ensemble en famille, nous pourrions régler ça. Ton père et moi n'avons jamais cessé de t'aimer. Nous étions justes. Nous étions jeunes, effrayés, et nous avons fait une erreur. S'il te plaît, rappelle-moi. Je l'ai effacé sans répondre. La deuxième fois, 6 semaines plus tard, elle a essayé une autre approche. C'est cruel, Lucas, de tout garder pour toi au détriment de tes propres parents. Richard t'a retourné le cerveau contre nous. Nous allons nous battre. Tu verras. Ils ne se sont pas battus parce qu'il n'y avait rien à combattre. Le testament était inattaquable. Les documents de tutelle étaient légaux et notariés. L'enregistrement était authentifié. Richard avait passé les 5 dernières années de sa vie à s'assurer absolument qu'à sa mort, je serais protégé, même contre eux. Le jour où la succession a été officiellement transférée, le 17 septembre, ce qui aurait été le 64e anniversaire de Richard, je me suis tenu dans son bureau, notre bureau, mon bureau désormais. Ses livres tapissaient toujours les murs. Ses lunettes de lecture traînaient sur le bureau à côté d'une biographie inachevée de Napoléon. Sa tasse à café, non lavée, était restée sur le rebord de la fenêtre où il l'avait posée le matin avant la crise cardiaque qui l'a emporté. J'ai ramassé la tasse, je l'ai tenue. Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère, tu le regretteras. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai appelé Sarah. Je veux établir une bourse d'études, lui ai-je dit. Le fonds Richard Martin pour les enfants en situation de placement ou de tutelle. Prise en charge complète, frais de scolarité, logement, livres, tout. Je veux qu'ils aient ce qu'il m'a donné. Sarah est restée silencieuse un moment. C'est une magnifique idée. Pouvons-nous le financer à perpétuité? Le configurer pour qu'il fonctionne sur les revenus des investissements? Absolument. Je vais rédiger les documents. J'ai regardé autour du bureau une dernière fois. Il serait fier de toi, a dit Sarah doucement. Je sais, ai-je dit. Et j'en étais sûre. 1 an plus tard, la première bourse a été décernée à une jeune fille de 16 ans de Lyon qui avait été abandonnée par ses parents à 12 ans. Elle s'appelait Maria. Elle voulait être médecin. Je l'ai rencontrée lors de la cérémonie de remise des prix à Sciences Po, mon alma mater, désormais l'héritage de Richard. Elle m'a serré la main avec le même espoir désespéré que j'avais autrefois porté. Merci, a-t-elle murmuré. Vous avez changé ma vie. Quelqu'un a changé la mienne, lui ai-je dit. Je ne fais que transmettre. Ce soir-là, j'ai reçu un courriel d'une adresse inconnue. Cher Lucas, c'est Jennifer Wu. Vous ne vous souvenez probablement pas de moi. J'ai notarié vos documents de tutelle en 2010. J'ai vu les nouvelles concernant le fonds de bourse et je voulais vous contacter. Je pense parfois à ce jour. Votre mère m'a demandé si signer ces papiers signifiait qu'elle ne serait plus responsable. Je me souviens m'être demandé, responsable de quoi? D'aimer son enfant. Je suis notaire. Je vois beaucoup de documents, mais celui-là est resté gravé. Je suis heureuse que Richard Martin vous ait trouvé, ou que vous l'ayez trouvé, peu importe comment cela s'est passé. Ce que vous faites avec cet argent, en aidant des enfants comme Maria. C'est ainsi qu'on honore les gens bien, en devenant l'un d'eux. Merci pour cela. Sincèrement, Jennifer. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai enregistré dans un dossier intitulé « Preuve que les gens bien existent ». Le mois dernier, ma mère a envoyé une lettre via son avocat, une demande de réconciliation familiale et d'aide financière en raison de frais médicaux imprévus. Sarah me l'a transmise avec une note d'1 ligne. Voulez-vous que je réponde? J'y ai réfléchi exactement 30 secondes. Puis j'ai répondu, envoyez-leur 5 000 €, une seule fois. Incluez cette note, c'est ce que vous m'avez donné. Un toit et de la nourriture pour 6 mois. Nous sommes quittes maintenant. Sarah m'a appelé. Tu es sûre? Je suis sûre. Tu ne leur dois rien. Je sais, ai-je dit. Mais Richard m'a appris quelque chose d'important. La meilleure vengeance n'est pas la cruauté. C'est de devenir tellement meilleur que les personnes qui vous ont fait du mal que leur opinion finit par ne plus compter.
Elle a ri. Il serait fier. Je sais, ai-je redit. Parce que j'en étais certain. Le chèque a été envoyé. Ma mère l'a encaissé. Elle n'a jamais répondu. 3 mois plus tard, j'ai reçu un carton d'invitation à un mariage. Ma cousine Rachel, la nièce de ma mère, se mariait. L'invitation était adressée à Lucas Martin et son invité, pas Lucas Bennett Martin. J'ai interrogé Rachel à ce sujet quand j'ai confirmé ma présence. Le fils de ton oncle Richard, a-t-elle dit simplement. C'est qui tu es. Elle n'a pas le droit de te revendiquer juste parce qu'elle t'a mis au monde. Je suis allée au mariage. Mes parents étaient là. Ma mère m'a vue de l'autre côté de la salle de réception. Nos regards se sont croisés. Elle a détourné les yeux la première. Je suis restée 2 heures, j'ai dansé avec Rachel, j'ai félicité les heureux mariés et je suis partie sans adresser un seul mot à mes parents, parce que je n'en avais pas besoin. La conversation avait déjà eu lieu dans un bureau d'avocat 1 an auparavant, quand elle avait enfin appris le prix de l'abandon.